Dear followers, good afternoon. Chers followers, bon après-midi et bienvenue à notre 13e édition du Saturday Talk. Président Christian Pendaikoka, bon après-midi. Bon après-midi Serge, bon après-midi à tous les followers, bon après-midi à tout le monde. Voilà. J'ai envie de vous demander comme ça, d'entrée de jeu, comment vous vous portez en ce moment de, on va dire quoi, de vive tension? Enfin non, on est plutôt serein quoi, on est serein. D'accord, Président. Nous allons attaquer notre talk de cette semaine, dont le thème est l'armée et l'idéal républicain. Mais comme de coutume, depuis un certain moment, nous abordons quelques questions d'actualité avant d'entrer dans le vif du sujet. Alors, nos followers nous ont envoyé quelques questions. Nous allons commencer par celle-ci. Le secrétaire général de la présidence de la République a adressé une note cette semaine à l'attention du secrétaire général des services du Premier ministre, instruisant celui-ci de transmettre à son supérieur hiérarchique des instructions relatives à la mise en route d'un plan d'urgence de reconstruction de la région de l'extrême nord. On est tenté de dire un énième plan d'urgence. Que vous inspire cette sortie du secrétaire général de la présidence de la République? Reconstruction du Nosso, reconstruction de l'extrême nord, où s'arrêteront finalement ces annonces? Mais Serge, je suis assez... déjà dans la forme, dans la forme. Vous voyez, j'ai vu ce message d'ordre partant du secrétaire général de la présidence de la République et disant d'ordre du président de la République au secrétaire général des services du Premier ministre. Donc d'ordre du président de la République, j'ai l'honneur de vous informer que le président de la République instruit le Premier ministre, chef du gouvernement, de dédier la mise en place d'un programme d'urgence pour la reconstruction du Grand Nord. Je suis assez surpris de cette espèce de formalisme lourd, parce que j'imagine simplement qu'il s'agit du Premier ministre chef du gouvernement, et que par conséquent, le président aurait pu avoir un entretien avec son Premier ministre chef du gouvernement. Ce qui pose toujours pour moi le problème de la capacité du chef de l'État vraiment à conduire l'action politique, l'action de construction dans ce pays. Je ne vois pas ce qui empêchait le chef de l'État de se concerter avec son Premier ministre, chef du gouvernement, pour discuter de cette problématique, n'est-ce pas, de l'urgence de la construction, comme vous le dites si bien d'un énième plan. D'abord, d'étudier pourquoi les autres n'ont pas marché et de voir ensemble la nécessité. Mais il instruit. Il instruit à partir de quoi? C'est Dieu. Dieu qui reçoit. Dieu, d'abord, Dieu qui donne des instructions. Dieu qui n'étudie rien avec qui que ce soit, qui ne se concerte pas avec son Premier ministre pour trouver une solution. Il a rêvé de ça. Ce n'est pas ça le leadership. C'est pour ça que je vous parle tout le temps d'un leadership et d'une gouvernance notoirement incompétent. On ne peut pas imaginer dans un pays une telle direction, une telle direction. Vous imaginez un Deus ex machina, un Dieu lointain là-bas, qui instruit son Premier ministre, chef du gouvernement, de faire ci, de faire cela. Mais enfin, après tout, c'est ce Premier ministre qui mène l'action gouvernementale. Et s'il y a quelque chose à faire, ça doit résulter d'une concertation. On aurait pu peut-être même entendre parler de demander, étudier un peu cette problématique, n'est-ce pas, à la fois avec les représentants du Nord, avec les représentants, c'est-à-dire de manière concertée. Toujours cette approche concertée, cette approche de dialogue qui permettrait que les gens, les principaux concernés, soient eux-mêmes associés au processus décisionnel. Non, le Dieu, il instruit, mais vous comprenez après que ça ne marche même pas. Ça ne marche même pas. Personne ne le suit. Parce qu'on voit comment il est lointain de l'action. Et je suis toujours étonné de continuer à voir des gens qui le suivent, qui le soutiennent. Parce que ça n'a rien à voir avec le leadership. Ça n'a rien à voir avec la gouvernance.
Et comme vous l'avez si bien dit, c'est le énième plan d'urgence. Il y en a eu un en 2015, je crois, Oui. sur lequel je lui ai d'abord fait une note en lui disant que, mais attendez, je ne vois pas ce qui rend, je ne vois pas, et cette note, vous pourrez la consulter tout à l'heure, Oui. et à la limite la publier, où je disais que je ne vois pas ce qui rend ce plan plus urgent que ce qui est contenu dans la réalisation du plan triennal. Il y a déjà un plan triennal. Si vous le réalisez comme il faut, vous aurez répondu certainement, n'est-ce pas, aux aspirations, à certaines problématiques ou à certains besoins des populations. Je ne voyais pas. Le plus incongru d'ailleurs était que dans ce plan dit d'urgence, parce qu'un plan d'urgence suppose que vous allez entamer des actions à impact rapide. Vous voyez, le plus amusant, c'est que dans ce plan d'urgence de 2015, vous y trouviez inscrit des projets comme les barrages. Mais en quoi, si vous regardez le temps de gestation d'un projet comme un barrage hydroélectrique, c'est-à-dire entre le temps de l'étude du barrage, la recherche des financements, sa construction, et quand vous allez commencer à recevoir, à sentir l'impact, c'est-à-dire que la ligne de transport pour l'évacuation de l'énergie est faite, la construction du barrage même peut prendre de 2 à 3 ans, que c'est fait, en quoi c'est urgent? Donc voilà par exemple le cas du barrage qui était simplement quelque chose qui devait être inscrit dans le plan triennal. C'est aussi simple que cela. Et c'est pour ça que je demandais au chef de l'État à ce moment-là, de ce que je vois des projets qui sont inscrits dans ce qu'on appelle ici plan d'urgence, je ne vois pas ce qui les rend plus urgents que s'ils avaient été inscrits dans le plan triennal. Vous voyez? Et donc c'est cela. Et je parlais d'ailleurs d'autres projets là-dedans que je voyais, dont je voyais le temps de maturation et le temps de mise en œuvre relativement long, et je n'en voyais pas l'impact. Mais ce que je souligne, j'ai souligné tout à l'heure la forme, et j'ai souligné ensuite le contenu. Et vous allez voir que dans la forme, dans le contenu, qu'on passe toujours à côté. Si les plans antérieurs avaient apporté des réponses aux problématiques du Nord, notamment la question des inondations, la question des adductions d'eau, la question de l'irrigation pour les cultures et ainsi de suite, n'est-ce pas? Et un certain nombre d'autres questions d'ordre économique et social, c'est-à-dire la question des infrastructures, des routes, la question d'énergie électrique et ainsi de suite, on n'en serait pas à essayer d'imaginer chaque fois qu'il y a un problème qu'on mette un plan d'urgence. C'est pas comme ça qu'on va gérer un pays. Vous ne pouvez pas simplement dire que c'est chaque fois qu'il y a une catastrophe que vous mettez en place un plan d'urgence. La catastrophe est quelque chose d'exceptionnel. Ce n'est pas à la catastrophe que vous répondez. Vous devez pouvoir, dans la gestion d'un environnement, d'un pays, ce que je dis tout le temps, être anticipatif, être proactif, n'est-ce pas, pour voir les besoins. Qu'est-ce que l'on dit habituellement? Gouverner, c'est prévoir. Et si gouverner, c'est prévoir, ça veut dire que vous n'attendez pas, vous ne subissez pas tout le temps les événements. Vous essayez d'en influencer les cours. Et c'est pour ça que vous êtes leader. Vous êtes leader pour aller au-delà des événements. Au-delà des, c'est vous qui devez aller au-delà des événements. Vous ne devez pas être à la remorque des événements. Un leader qui est tout le temps à la remorque des événements n'est plus un leader. Because he has to be the leader. So he has to be in the forefront. Proactive. And he has to be proactive, anticipative, so that he can actually foresee what is going on in the environment, so that he can just identify the threats and the opportunities in order to seize the opportunities and kind of counteract and neutralize the threats. So this is not leadership. That's why I spend my time telling you about this kind of incompetence about this leadership, and that this leadership has actually failed. This leadership has failed. There's no issue about it. And anything that the guy is coming up with just confirm the idea that he's not there for that. Il faut qu'il dégage. La conclusion est aussi simple que cela. Nous ne pouvons pas voir un peuple qui accumule des frustrations depuis une quarantaine d'années, traduites simplement par l'aggravation de la pauvreté et de la misère, l'aggravation des inégalités, l'aggravation des injustices,
de toutes sortes, les injustices au plan économique, au plan social, le creusement de gap entre une infime poignée de gens qui amassent tout, la corruption rampante, les divisions entre les gens, et finalement, vous arrivez à cette espèce d'effondrement de l'État que vous voyez là, et on me dit qu'il a donné telles instructions en plan d'urgence. Vous gérez un pays de plan d'urgence en plan d'urgence, c'est extraordinaire. Vraiment, c'est ça qui m'étonne et qui m'amène à dire, pour ceux qui nous observent, et j'aimerais vraiment souligner cela, ce problème n'est plus un problème partisan. Et d'ailleurs, moi, je ne le dis pas en tant que partisan. Le mouvement Agir, Acte n'est pas un mouvement, est un mouvement transpartisan. C'est un mouvement transgénérationnel. C'est un mouvement qui cherche à être le creuset qui va briser les barrières entre les générations, entre les ethnies, n'est-ce pas, entre les religions, exactement, pour que nous puissions projeter, rêver d'un autre Cameroun. À partir de ce moment-là, ça demande que les gens aient un autre état d'esprit. Voilà pourquoi j'ai dit aux Camerounais, mais ils peuvent être du RDPC, ils peuvent être du SDF, ils peuvent être du MRC, n'est-ce pas? Il faut qu'on réfléchisse ensemble à un autre Cameroun. Mais parce que le moment est urgent de réfléchir à un autre Cameroun. Le constat que je suis en train de faire, mais je ne le fais pas comme, je le fais comme Camerounais. Je le fais d'ailleurs comme un aîné, constatant une situation. Nous avons le devoir de laisser un autre héritage à votre génération, aux générations plus jeunes. Nous avons le devoir de laisser autre chose aux générations. Parce que je n'aimerais pas que ce soit l'héritage qu'on vous laisse, parce que ce serait terrible pour les autres décennies. Personne ne le ferait. Vous voyez un leader qui n'est pas concerné par les populations qui l'ont élu, qui est simplement concerné. Vous vous souvenez du moment où le FMI était venu ici et il se vantait, Biya se vantait que le FMI a donné satisfaction et tout ça. Oui. Bah, d'abord, il y avait deux choses. La première des choses, c'était que, premièrement, ce n'est pas le FMI qui l'avait élu, c'est les Camerounais qui étaient élus et qui l'avaient élu. Et j'ai dit que les Camerounais doivent être sa boussole, pas le FMI. Deuxièmement, je ne voyais pas sur la base de quoi il devait se contenter de satisfaction du FMI. Parce qu'en réalité, quand je regardais les indicateurs sur la base desquels le FMI donnait les satisfactions, moi, en tant qu'observateur, en tant qu'économiste, ou en tant qu'ingénieur, ou en tant que financier, je ne pouvais pas donner des satisfactions au Cameroun. Le Camerounais ratait complètement le coach. En fait, j'étais simplement retenu de dire que le FMI devenait complice de ce que Biya fait à l'endroit des Camerounais. Aucun homme sensé, aucun observateur avisé ne pouvait lui donner de satisfaction. Mais on comprend bien que ces gens-là qui sont en train de prêter leur argent et s'assurer que nous, en tant que pays, en tant que population, quand ça va mal, nous sommes en mesure de rembourser leur argent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vous serrent la pince, on dit augmenter les impôts. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que notre argent soit remboursé. Parce qu'au fond, cet argent-là, c'est l'argent des fonds de pension américains. Mais pour une fois, il faut qu'on ait des leaders qui s'occupent de nos populations. Et c'est nos populations qui comptent. Et j'ai bien compris quand vous m'avez posé la question tout à l'heure par rapport à la mobilisation générale dans laquelle nous sommes aujourd'hui, quand les populations disent qu'il y en a marre. Mais moi, je reste serein parce que les populations sont simplement en train d'exercer leurs droits. Et les populations sont en train d'exercer leurs droits, mais alors les plus basiques, de pouvoir dire il y en a marre. Parce qu'après tout, c'est le peuple qui est souverain. Voilà. Une note adressée au chef de l'État commise par vous en 2015 et relative de manière générale à la gestion des infrastructures portuaires du Cameroun a été publiée ces jours-ci sur les réseaux sociaux. On fait des découvertes étonnantes et on s'étonne de ce que, malgré les solutions disponibles, rien n'a été fait dans le sens de l'amélioration des performances de nos ports. Pouvez-vous nous en dire un peu plus, Président? Dans quel contexte vous aviez fait cette note? Quels commentaires pouvez-vous en faire 5 années plus tard? Vous savez, en fait, encore une fois, je reviens parce que moi, ma préoccupation, c'est toujours l'impact d'une action politique, l'impact des politiques publiques sur la vie des populations, c'est-à-dire la vie économique et sociale des populations. Je voyais un investissement massif qui était en train d'être engagé au niveau du port de Kribi.
Et je voyais sur la base de quoi cet engagement était, cette décision d'investissement était prise. En fait, en 2009, le ministre de l'économie de l'époque, c'est-à-dire Louis-Paul Moutazé, engage une étude sur... En fait, je crois qu'il a engagé lui-même une étude avec des conclusions forcées pour justifier, n'est-ce pas, la construction du port de Kribi. Pourquoi je le dis? Parce que en 2009, cette étude dit bien que le trafic portuaire du Cameroun est de l'ordre de 8 à 9 millions de tonnes. Mais cette même étude annonce que le trafic portuaire en 2015 sera au bas mot de 38 millions de tonnes. Donc vous allez passer en 6 ans de 8, 9 millions de tonnes à 38 millions de tonnes. Au bas mot, c'est-à-dire ça c'est le scénario le plus bas. Dans le cas du scénario le plus élevé, vous êtes pratiquement à plus de 55 millions de tonnes de trafic. Je regarde le taux de croissance du Cameroun qui peine à atteindre 4% par an, et je me dis, même si je le projette, j'en fais une projection, n'est-ce pas, le taux de croissance qui à ce moment-là est de 9 millions de tonnes, c'est-à-dire en 2009, n'atteindra guère 15 millions de tonnes en 2015. D'où vient-il qu'il y a à peu près 20 millions de tonnes, voire 20 à 25 millions de tonnes de plus dans le scénario bas? La seule chose qui semble justifier ça, c'est les grands projets miniers et industriels qui se préparent. Il va de soi que lorsque vous êtes dans ce genre de scénario, il faut vous assurer que ces projets vont se faire. Un des projets, c'est-à-dire le fer de Mbalam, avait lui seul 35 millions, devait évacuer de Mbalam 35 millions de tonnes de minerai de fer en direction de Kribi. Rien que lui, 35 millions de tonnes de fer. Donc s'il ne se fait pas, ces 35 millions de tonnes, il faut les oublier. Le projet Rio Tinto devait faire à peu près, c'est un projet de Rio Tinto Alcan, donc l'entreprise canadienne Rio Tinto Alcan, devait installer 1 million de tonnes, une usine d'aluminium, une aluminerie de 11 millions de tonnes d'aluminium à Kribi. Et pour ce faire, vous savez que l'électrolyse de l'alumine est énergivore, il fallait avoir à peu près 4 millions de tonnes d'alumine pour les faire venir. Et ensuite, il fallait avoir 2 barrages en construction. Le barrage de Sombengue, 1100 MW, et le barrage et un autre barrage à Grand Goli qui était également de 1100 MW. Ça faisait un projet globalement de l'ordre de 10 milliards de dollars. 10 milliards de dollars à la valeur d'aujourd'hui, ça faisait 5 800 milliards de francs CFA. C'est plus que le budget du Cameroun. Donc il faut vous assurer que ce projet va faire. Ce qui se passe, c'est qu'entre parenthèses, vous ne vous assurez pas que ces gens vont venir. Parce qu'en fait, Rio Tinto Alcan, à cause des tergiversations du Cameroun, s'est retiré du Cameroun. Et comme il était également actionnaire c'est lui qui avait racheté Péchiné, les parts de Péchiné dans la fonderie d'aluminium à EDA, il se retirait par le même cours de la fonderie d'aluminium d'EDA. C'est lui qui avait également le projet, en plus des 2 barrages hydroélectriques dont je viens de vous parler, c'est lui qui devait construire le barrage Nachtigal pour à peu près 350 à 400 MW. Lorsqu'il se retire, tous ces projets s'envolent. Lorsque Balam se retire, ça s'envole. Lorsque Géovic, dans le cas du nickel et ainsi de suite, n'existe plus, ça s'envole. Lorsque vous ne pouvez pas faire hydromine, c'est-à-dire pour faire l'exploitation des minerais de bauxite en Gandal, pour vous assurer que vous allez produire l'alumine qui va aller alimenter l'usine d'aluminium à Kribi, tout cela s'envole. Donc, du coup, c'est très simple. Si vous faites le projet de port de Kribi tel qu'il est fait, vous allez mettre la charrue avant les bœufs. Il faut vous assurer que les autres projets vont se faire de manière que si jamais il y avait un terminal minéralier, mais ce n'est pas à vous de faire le terminal minéralier. Celui qui fait le terminal minéralier, c'est celui qui amènerait son minerai là. C'est très simple, il le ferait. Exactement. Vous voyez, lorsque le projet d'évacuation de pétrole brut de Doba au sud du Tchad, le pipeline de à peu près 1050 km, donc, puisque j'ai été conseiller également dans ce projet pour le compte de la Banque mondiale du Cameroun et du Tchad, lorsque ça devait s'évacuer sur les 1050 km, vous voyez que
quand ça arrive à Kribi, c'est eux-mêmes qui conçoivent les infrastructures de réception, n'est-ce pas, du pétrole brut, ensuite pour l'évacuation. Parce qu'au large de Kribi, vous avez un terminal flottant, qui recueille le pétrole qui vient du Tchad, n'est-ce pas, et qui est évacué immédiatement à partir de là. Ce n'est pas le gouvernement camerounais qui l'a fait. C'est de la même manière que vous devez le faire quand vous devez faire ce genre Donc, si ce projet de port est en fait basé sur les autres, c'est d'ailleurs pour ça que vous allez remarquer qu'il n'y avait pas de route prévue entre la Kribi, ville, et le port. Parce qu'il n'y en avait pas besoin. Tous ces projets dont je vous parle, étant donné que c'est des projets miniers, par exemple, pour évacuer le minerai de fer en Balam, il y avait un chemin de fer de l'ordre de 600 km qui partait de Balam pour venir vers le Cameroun. Et le projet, la mine de fer en Balam avait deux flancs. Il y avait un flanc congolais et un flanc du côté du Cameroun. Le flanc du côté du Congo, on devait en évacuer à peu près 20 millions de tonnes de minerais, et sur le flanc camerounais, à peu près 15 millions de tonnes. Mais déjà, il faut vous assurer que M. Sassou Nguesso va permettre que les 20 millions de tonnes de minerais qui sont exploités sur le plan congolais vont passer par le Cameroun, au lieu que ça passe par Pointe-Noire. Vous voyez ce que je veux dire? Et sur ce plan, j'avais dit à M. Biya qu'il faut penser à un accord bilatéral entre les deux pays, parce que c'est cet accord bilatéral entre les deux pays qui va faire le socle de tout l'édifice de l'ingénierie financière et de l'ingénierie juridique qui va soutenir, n'est-ce pas, l'ensemble des financements. Parce que si cela n'est pas fait, ça ne sera pas fait. Et je lui rappelais là-dedans l'accord bilatéral qu'il y avait eu entre le Tchad et le Cameroun, c'est-à-dire entre lui et le président Déby, qui constituait en fait le socle juridique, le socle de toute l'ingénierie juridique et financière qui s'était fait. Donc vous voyez que là, quand les gens avancent, ils avancent en mettant la charrue avant les bœufs. Et la preuve est très simple, c'est que lorsque ce port se construit, tous les projets dont je vous parle là ne sont pas à l'arrêt. Et du coup, on est dans le scénario dont je le mettais en garde et dont je me méfiais. Or, pendant ce temps, vous aviez le port de Douala qui demandait une modernisation des infrastructures. L'aménagement du port de Limbé et le port de Tiko, qui sont également des ports en eau profonde, c'est-à-dire Tiko et Limbé. Il suffisait très simplement, au lieu d'engloutir 400 à 500 milliards, sinon davantage, dans le port de Kribi, dans sa configuration telle que je le décris, de mettre 100 milliards dans les aménagements portuaires, la modernisation du port de Douala, les aménagements portuaires de Limbé et de Tiko, pour que vous créiez en fait une conurbation urbaine. Parce que vous voyez la proximité de ces trois villes, Limbé, Tiko et Douala, pour que vous fassiez une conurbation urbaine avec impact immédiat et rapide sur l'économie du Cameroun. C'est aussi simple que cela. C'est pour ça. Donc, pendant que vous le faites avec cet impact rapide, vous avez le temps maintenant de développer graduellement le port de Kribi selon la dynamique des projets que j'avance là. Mais à condition que vous travaillez vous-même pour attirer les investisseurs vers ce projet et faire un projet qui soit écologiquement viable. Je vous passe tous les problèmes d'expropriation foncière qu'il y a eu à Kribi et qui ont entraîné des démêlés énormes avec les populations locales, les problèmes d'impact environnemental. J'espère simplement que ces problèmes vont être résolus. Que ce soit parce qu'il y a eu beaucoup trop de litiges fonciers, d'expropriation foncière. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de gens qui ont été à la fin désillusionnés parce qu'on leur avait promis monts et merveilles avec le développement du port de Kribi. Ils avaient investi énormément, à faire des investissements industriels, n'est-ce pas, les boulangeries, les pâtisseries, des développements immobiliers, les hôtels, ainsi de suite, parce qu'ils pensaient que, n'est-ce pas, la ville allait se développer. Je crois d'ailleurs que le promoteur de ce projet, dans une espèce de supercherie, avait sorti une vidéo où on voyait des échangeurs, n'est-ce pas, des trains aériens, des aéroports. Je n'ose pas imaginer qu'ils ont montré ça au président en lui disant que voilà comment sera le port de Kribi, pour vous dire un peu la supercherie dont sont capables, n'est-ce pas, les dirigeants de ce pays. Vous vous en souvenez, je n'ai rien à vous apprendre là-dessus. On a vu une vidéo circuler qui vous montrait vraiment Kribi à l'horizon 2025. On est là en 2020. 2025, c'est pas loin. Et je crois qu'on est très loin du compte. Et vous voyez donc pourquoi j'avais fait cette note au chef d'État pour avertir du danger qui est en train de nous guetter par rapport à ce projet.
On va prendre une dernière question d'actualité. Il y en a beaucoup, Président, mais compte tenu du temps, on est obligé d'en prendre juste une dernière. Cette semaine, le ministre en charge de l'administration territoriale, Paul Atanganji, s'est fendu comme à l'accoutumée de propos imagés que beaucoup ont trouvé irrévérencieux et provocateurs. Après sa fameuse théorie sur le pays du si je savais, qui avait fait rire un peu tout le monde, il a dit cette fois-ci, il a développé cette fois-ci une autre théorie, celle des abeilles. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce niveau de langage, cette théâtralisation de la gestion des choses de l'État à ce niveau de notre haute administration? Comme vous le dites, c'est vraiment une théâtralisation. J'ai même l'impression que... moi, je vous ai déjà posé la question par rapport à ce ministre, que je me demande s'il sait ce que représente cette fonction, et s'il sait que, au fond, il y a un contrat social, et que l'État est le produit d'un contrat social, n'est-ce pas, entre ses membres, entre les populations. L'État n'est que le produit d'un contrat social entre les populations. Et que le chef de l'État qu'il a nommé, lui-même, est le produit d'un pacte entre le peuple souverain et lui. C'est le peuple souverain qui fait confiance au président de la République. C'est le peuple qui investit le président de la République de cette souveraineté, et pas le contraire. Et quand il exerce une parcelle du pouvoir que le peuple a délégué au chef de l'État, il exerce par délégation, il devrait être un peu plus respectueux de ce peuple. J'ai l'impression que lui, il inverse les choses. Et c'est ça qui est arrivé. Où je vous dis chaque fois, ils ont fabriqué un homme-dieu qui n'est pas Dieu. Et ils oublient en réalité que l'homme-dieu, là, c'est le peuple. C'est-à-dire, c'est le peuple qui est souverain. Et c'est le peuple qui confie sa souveraineté, qui investit sa souveraineté dans le président de la République. Et le président de la République, par délégation, lui confie une parcelle de cette souveraineté. Et j'ai l'impression qu'il ne le saisit plus. Parce que lui, maintenant, il est en train de menacer le peuple, mais il ne sait pas que le peuple là peut le faire partie. Parce que c'est le peuple qui a investi la souveraineté. C'est pour ça qu'ils sont souvent surpris, un peu comme dans le cas du Mali, on en parlera tout à l'heure. Quand le peuple se lève, se fâche, se dit il y en a marre, et ainsi de suite. Et qu'on voit maintenant les ministres se mettent à courir à gauche et à droite, n'est-ce pas, fuir et tout ça. Oui, oui. C'est à ce moment-là qu'ils se rendent compte que, mais au fond, je ne suis là que par la volonté du peuple. Il faudrait peut-être que vous travailliez à lui apprendre ça. Qu'il n'est là que par et pour le peuple. Par la volonté du peuple. Et pour le peuple. Il faut qu'il le sache. Et j'ai l'impression qu'il ne le sait pas. Et du coup, il a ce langage désobligeant à l'endroit de ceux envers qui il devait être obligé. C'est vraiment cela. We are gearing towards the core topic of today's talks. Vous allez aborder un sujet dérangeant pour beaucoup dans le contexte camerounais actuel, celui de la Grande Muette. Le sujet, c'est l'armée et l'idéal républicain, Army and the Republican Ideal. Président, qu'est-ce qui inspire un thème comme celui-ci? Nous savons que paix, travail, patrie, c'est la devise du Cameroun. Ces trois mots constituent un référentiel, un repère pour définir ce vers quoi doit tendre la nation camerounaise, mais aussi une grille d'analyse de toutes les actions et de tous les acteurs de la vie nationale. Si vous deviez passer au crible de l'analyse de ce critique, l'armée camerounaise, la paix, le travail et la patrie, quel serait votre sentiment aujourd'hui, Président? En fait, encore une fois, la paix, le travail et la patrie, au fond, l'armée concourt auprès du chef de l'État qui détient la souveraineté du peuple à assurer les conditions de paix, les conditions de sécurité pour que, n'est-ce pas, le pays puisse travailler correctement, pour que l'ensemble des facteurs productifs du pays puissent se mettre au travail, créer de la valeur. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait la sécurité,
il faut qu'il y ait par-dessus tout la reconnaissance que nous appartenons en tu vois, cette espèce d'appartenance collective to the motherland or to the fatherland. We need to develop this sense of belonging. L'armée travaille simplement, est un corps qui travaille, qui aide le chef de l'État à remplir cette mission dans le cadre du pacte qui lie le chef de l'État au peuple. L'intérêt de ce thème aujourd'hui provient du fait que on a entendu justement le genre de déclaration du ministre de l'administration territoriale qui constitue une déviation ou même une mauvaise compréhension de ce que représente l'armée ou les forces de sécurité. J'ai même suivi à un moment donné un officier supérieur retraité qui interpellait Maurice Kamto en lui demandant carrément d'envoyer ses enfants au front, je reviendrai là-dessus tout à l'heure, dans le cadre de l'action politique. Et je me suis dit, je crois que ce soit en tant que ministre de l'administration territoriale, ou que ce soit en tant que officier supérieur de l'armée retraité, il y a un problème. Nous devons pouvoir rediscuter aujourd'hui du rôle et de la place de l'armée dans l'idéal républicain. Nous devons pouvoir discuter des finalités d'une armée dans une république et bien plus précisément dans une démocratie. C'est l'intérêt de ce thème. Vous voyez, Clémenceau disait, c'est un homme d'État français qui disait que la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier aux seuls militaires. Pourquoi il disait que la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier aux seuls militaires? C'est parce qu'il ne faut pas que, dans le cadre des finalités d'une armée, qui sont la protection de l'intégrité du territoire, la protection des populations, le développement économique et social dans des conditions de sécurité et de paix, que l'armée, les militaires croient que chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, il faut sortir la gâchette. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque fois qu'il y a un problème dans le pays, vous n'envoyez pas l'armée. D'abord, l'armée dans ses missions n'est pas conçue pour devenir la terreur pour les populations. Elle doit protéger les populations. Elle protège l'intégrité du territoire, elle protège les populations. C'est pour ça que vous voyez que dans les pays qui se respectent, les soldats, les militaires ont une sorte de reconnaissance, reçoivent une sorte de reconnaissance des populations et du pays. Parce que quand des gens sont prêts à sacrifier leur vie pour vous, ils ne peuvent bénéficier que de cette reconnaissance et de cette appréciation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire le militaire qui protège l'intégrité du territoire, le militaire qui vous protège. Mais chez nous ici, on a plutôt l'impression de quelque chose de grave. Parce qu'en même temps, l'armée, dans sa mission auprès du chef de l'État, qui lui est confiée par le peuple, doit protéger des enjeux de civilisation. Notre vision de la vie. Notre vision de la vie. Vous vous souvenez dans l'histoire que les chrétiens allaient faire des croisades contre les musulmans à l'époque. Oui. Bon, donc quand les gens sont prêts à aller mourir, c'est qu'ils sont en train de défendre des enjeux civilisationnels. Tout à fait. C'est-à-dire des gens guerroyaient pour défendre leur vision de la vie, pour défendre des valeurs. Vous voyez? Et il est très important qu'on se pose souvent la question, mais vous en tant qu'armée, mais monsieur, vous défendez quoi par rapport à nous? Quels sont les enjeux que vous défendez? Ce n'est pas simplement de dire paix, travail, patrie, mais de dire, mais qu'est-ce que vous défendez? Je suppose que cette armée devrait défendre le fait que nous puissions vivre en paix, nous puissions vivre en sécurité, nous puissions vivre en bonne entente entre les communautés, n'est-ce pas?
Et dans le cadre de cette mission qui est confiée à un chef d'État par le peuple, n'oubliez pas, le développement économique et social, le progrès économique et social, parce que quand il est fait, il résulte dans une sorte de paix durable dans la société. Et que quand une parcelle de ce peuple est en train de crier ou de dire, crier ses griefs, des doléances, il faut l'écouter. Vous n'envoyez pas l'armée tirer. C'est vous, chef de l'État, chef des armées. Pourquoi? Je vous dis encore une fois, il y a un pacte qui lie le peuple au chef de l'État. Ce pacte lui confie la gestion de l'État. Pour quelle finalité? Le développement économique et social, la sécurité du pays, d'accord? La paix dans le pays. Voilà ce qu'il dit le peuple. On prend, il se sert pour tout ce qui est force de l'armée pour l'aider dans le cadre de cette mission. On se comprend? Donc, au fond, l'armée dont le chef de l'État devient chef des armées travaille dans le cadre de ce pacte entre le peuple souverain et le chef de l'État. Et quand est-ce que ce pacte est rompu? Parce qu'il faut regarder les conditions de rupture de ce pacte. En fait, entre le peuple et le chef de l'État. Les conditions de rupture de ce pacte entre le chef de l'État et le peuple, c'est quand le peuple se rend compte qu'il n'y a plus de développement économique et social. C'est ce que vous avez dans le cas du Mali. Dans le cas du Mali, vous avez l'observation, vous pouvez observer une déliquescence économique et sociale du pays, un effondrement de l'État. Il y a une rupture du pacte entre le peuple malien et le chef de l'État. Vous voyez ce que je veux dire? Et le peuple se rend compte que le pacte est rompu et vous avez toute la mobilisation populaire que vous avez vue au Mali. Dans ce cas, l'armée ne vient pas soutenir celui qui est mis en cause, c'est-à-dire le chef de l'État. Parce qu'il n'est pas là pour soutenir le chef de l'État. En fait, il est là pour soutenir le peuple. Il n'est que mandataire du peuple. Parce que tous, le mandant, c'est le peuple. Le chef de l'État est mandaté, c'est-à-dire mandataire. Il a utilisé l'armée pour l'aider sur le plan sécuritaire de sa mission. Et lorsqu'il y a rupture, n'est-ce pas, du pacte entre le peuple et le chef de l'État, l'armée ne s'aligne pas derrière, l'armée normalement s'aligne derrière le peuple. C'est pour ça que vous voyez que la jeune junte militaire a bénéficié du soutien populaire. Ou d'une autre manière, la jeune junte militaire vient à la rescousse de la mobilisation populaire, parce qu'il y a rupture du pacte social. Alors, le plus marrant, c'est lorsque, ici chez nous, vous avez des officiers supérieurs à la retraite ou non, qui ne comprennent pas cette relation et qui s'alignent du côté d'un chef d'État qui, en fait, est devenu corrompu. La corruption, c'est quoi? La corruption, c'est le détournement d'un pouvoir d'État reçu en délégation à des fins personnelles. Vous recevez en délégation le mandat populaire, le mandat du peuple souverain de gouverner le pays. Vous détournez ce mandat à des fins propres. Vous faites là, voilà un chef qui fait la corruption. De la même manière que lorsque lui délègue, en tant que chef d'État, une parcelle de son pouvoir à des ministres et à d'autres personnes pour pouvoir l'aider à gérer le pays, et que ces ministres détournent ces pouvoirs d'État qu'ils reçoivent du chef de l'État en délégation à des fins personnelles, vous voyez là un fait de corruption. Lorsque l'armée observe qu'il y a corruption par le chef de l'État, du pouvoir souverain qu'il a reçu du peuple, il ne peut pas devenir complice de ce chef d'État. S'il devient complice, ça veut dire qu'elle-même, l'armée, est fautive. Elle est muette de par sa mission, parce que c'est une mission essentielle, mais lorsque elle-même se compromet de cette façon, elle est en faute. Et là, ce qu'il y a de grave,
ce qu'il y a de grave dans cela, c'est notamment au niveau de la corruption que vous observez et que la population observe lorsque l'armée est devenue une armée de dealers. C'est-à-dire que les officiers deviennent plutôt des gangsters et les officiers font plutôt des deals avec l'armée. C'est-à-dire que les officiers eux-mêmes ont donc détourné le pouvoir d'État qu'ils ont reçu par rapport à la fonction militaire, l'ont reçu en délégation, et détournent maintenant ce pouvoir reçu en délégation dans le domaine militaire à des fins personnelles. Et vous vous rendrez compte, par exemple, que qu'est-ce qui arrive dans ces conditions? C'est par exemple dans le cadre de la région du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, où les officiers militaires peuvent se rendre compte que, au lieu de résoudre le problème du Nozo, c'est devenu pour eux un fonds de commerce. C'est devenu pour eux un fonds de commerce pour la guerre. Dans ce cas, on parle à ce moment-là de l'économie de guerre. On parle de l'économie de guerre parce qu'ils se rendent compte que war industry, this has just become another opportunity to make money. Yeah. And then you can see how the army is going to deviate from its basic function. Ce n'est plus une armée qui est là pour protéger la population. C'est une armée qui a fait maintenant de cette guerre qui a éclaté un fonds de commerce. Et vous pouvez voir qu'à ce moment-là, la guerre ne finira plus. La guerre ne finira plus parce que l'armée se rend compte que c'est un fonds de commerce, il n'y a pas de raison. Au contraire, elle va même se mettre à inventer toutes sortes de choses, toutes sortes de phénomènes, de stratagèmes pour que la guerre continue. Parce qu'elle se rend bien compte que c'est devenu pour elle un fonds de commerce. Vous voyez le problème. C'est devenu pour elle un fonds de commerce et il n'y a plus de raison que cette guerre finisse. Et vous allez comprendre pourquoi Clémenceau a donc dit que la guerre est une affaire trop sérieuse pour la confier aux seuls militaires. Parce que si vous la confiez aux militaires qui ne comprennent pas la finalité de leur rôle, ils peuvent transformer une guerre et s'installer. Elle s'enlise. Parce que la guerre n'a jamais résolu un problème. Ça s'est passé au Vietnam. Ça s'est finalement résolu par des négociations. Et ça se passe dans d'autres cas. La Colombie. Et plein d'autres cas dans l'histoire. Bien sûr, vous n'avez que de carnage, mais les guerres commencent, on se tue, mais elles ne sont jamais arrêtées. Elles sont arrêtées à un moment donné par des négociations. Vous voyez ce que je veux dire? Or, pour éviter la guerre, en latin on disait qui vis pacem para bellum, qui veut la paix prépare la guerre. On la prépare, mais on ne la fait pas. Ou alors, quand on parlait de l'équilibre de la terreur, dans le cadre de la guerre froide. L'équilibre de la terreur tendait à dire que, Serge, vous avez l'armée nucléaire, et moi aussi j'ai l'armée nucléaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est en conflit, on sait que si chacun de nous utilise l'armée nucléaire, mais nous sommes tous les deux perdants. Donc, qui vis pacem para bellum, vous préparez les arsenals de guerre, mais en fait pour l'éviter. Vous préparez les arsenals de guerre pour l'éviter. Vous avez la bombe atomique, je l'ai. Si on l'utilise, on est perdant tous les deux. Donc, ça nous oblige à la négociation quand on a des problèmes. Donc, du coup, ce que M. Biya aurait dû comprendre, c'est que ce n'est pas par l'armée qui va résoudre le problème du zoo. C'est par le dialogue. C'est par le dialogue inclusif. Parce qu'en y envoyant l'armée, ça ne sera jamais résolu. Les gens vont s'enliser, les gens vont se tuer. Et à un moment donné, il faudra l'arrêter. C'est ce que vous avez vu pour la guerre d'Algérie et c'est ce que vous avez vu pour toutes les autres guerres. Et l'armée, cette fonction qu'elle a de libérer le peuple, doit libérer le peuple. C'est pour ça que vous entendez souvent, rien que par les émotions, en Chine, People's Liberation Army, armée de libération du peuple, People's Liberation Army. C'était ça, jusqu'aujourd'hui. L'armée de libération du peuple. En Algérie, c'était quoi? Le Front National de Libération. Cette question de libération, l'armée doit libérer le peuple. C'est sa mission. C'est pour ça que vous voyez même dans l'intitulé, l'armée doit libérer le peuple. L'armée n'est pas là pour esclavagiser le peuple. Donc, lorsque l'armée observe
par exemple, que celui à qui ou en qui le peuple a mis sa confiance est devenu l'agresseur et l'oppresseur du peuple, l'armée doit l'en libérer. L'armée doit libérer celui qui a mis sa confiance dans le dirigeant, qui se transforme en agresseur, en oppresseur, en tyran. Le rôle de l'armée à ce moment-là, c'est de libérer le peuple de cela, ou de le libérer en d'autres termes d'un agresseur extérieur qui vient en fait l'esclavagiser. C'est ça le rôle de l'armée. Pour ceux qui ne comprennent pas ça, comme cet officier qui a interpellé, comme je suis étonné parce qu'un officier supérieur, je suis absolument étonné qu'il n'ait pas compris quel est le rôle ultime d'une armée. C'est extraordinaire. Parce que, vous voyez, dans cette situation de la guerre est une affaire très sérieuse pour la confier au seul militaire. Ce n'est pas les militaires qui déclenchent la guerre, c'est le politique. Face à un conflit, c'est pour ça que le politique, c'est toujours un dernier ressort. Tant qu'il a les possibilités d'éviter la guerre, de par l'histoire du monde, le politique doit l'éviter. Et vous voyez bien qu'il était donné, offert à M. Biya, depuis 4 ans, la possibilité d'éviter que le NOZO ne devienne une escalade à partir de revendications professionnelles, corporatistes, n'est-ce pas, pour arriver à un conflit armé. Il avait tout pour le faire. Il suffisait de réunir les détenteurs d'enjeux, les parties prenantes, et de s'asseoir autour d'une table. Il y a longtemps que cette guerre aurait été finie. Mais en n'ayant plus la solution militaire, on est arrivé à ce qu'on est arrivé. Je suis simplement surpris que dans le cas de Bakassi, il ait pensé à une solution négociée. Mais je crois que dans ce cas-là, il avait peur de l'armée nigériane. C'est tout. Je crois qu'il avait peur de l'armée nigériane. C'est pour ça qu'il est allé vers cette solution. Je ne pense pas que c'était parce qu'il se disait que, n'est-ce pas, allons-y vers la négociation. Parce que le problème de Bakassi me semble beaucoup plus compliqué pour qu'ils aient choisi cette solution par rapport au problème interne qu'il y avait là. Je crois qu'il a eu peur de l'armée nigériane. C'est pour ça qu'il a été forcé de choisir la solution de la négociation. La preuve, d'ailleurs, c'est que une fois Bakassi recouvré, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il a fait pour Bakassi? Rien du tout. Pour assurer durablement la paix à Bakassi, il fallait passer pas par les militaires, il fallait passer par la reconstruction de Bakassi. Il fallait passer par le développement économique et social de Bakassi. Et il fallait passer par une chose très simple, s'intéresser aux populations de Bakassi, dialoguer avec les populations de Bakassi, rendre visite aux populations de Bakassi. Il n'a pas fait. C'est-à-dire que les choses qui sont les plus simples pour créer une ambiance de paix, des conditions de paix, des conditions de progrès économique et social, il ne les fait pas. Et on sait donc qu'il y a certainement eu des militaires pour pousser, n'est-ce pas, à la solution belliqueuse, guerrière, dans le cas du NOZO. Et vous voyez, on y est jusqu'à aujourd'hui. Ça ne résout pas les problèmes. Il faut que les gens le sachent. Ça ne résout pas le problème. Et quand cet officier supérieur disait à Maurice Kamto d'envoyer ses enfants au front, c'est malvenu, c'est malséant. C'est malvenu et c'est malséant. Nous ne faisons pas la politique pour un intérêt personnel. Faisons la politique pour l'intérêt général. Nous faisons la politique dans le cadre, n'est-ce pas, de cet intérêt général pour la promotion du bien-être économique et social des populations, pour la sécurité des populations. Je ne vois pas en quoi m'opposerait, parce que je fais la politique, de dire et que j'appelle les populations à se mobiliser, à prendre conscience des dérives dont elle est victime, à prendre son destin en main. On m'oppose. Pourquoi je ne mets pas mes enfants en avant quand je demande de marcher? Mais je lui retourne, depuis qu'il y a la guerre là, pourquoi il ne demande pas à M. Biya d'envoyer ses enfants ou ses neveux au front? Mais oui, mais je ne l'ai pas entendu, ce même monsieur, ce même officier, demander à M. Biya d'envoyer ses enfants au front ou ses neveux. C'est lui qui déclare la guerre. Mais bien sûr, mais c'est lui qui déclare la guerre. Mais du coup, parce que Maurice Kamto a appelé à la conscientisation populaire, à la mobilisation populaire, il sort comme ça pour dire que qui demande à Kamto d'envoyer ses enfants au front. Non, on ne fait pas la politique pour cela. Et puis, finalement, qui sont les victimes? Ce sont nos familles. Parce que nous donnons
en sacrifice par rapport à cet intérêt général, mais c'est au détriment de nos intérêts particuliers, c'est-à-dire de nos familles. Comprenez ce que je veux dire? Donc, là encore, je crois que c'est malvenu. Il ne comprend pas la fonction politique dans un pays. Il ne comprend pas ce que c'est que la fonction politique dans un pays. Le temps que nous passons à parler là de ces questions, c'est autant de moins pour nos propres familles. Mais ce sont les sacrifices qu'on accepte pour l'intérêt général. Donc, je ne peux pas comprendre qu'on oppose à Maurice Kamto d'envoyer ses enfants au front. C'est malvenu. Mais c'est complètement malvenu. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est indécent. Ce n'est pas le sujet. Ce n'est pas le sujet. Mais pendant ce temps, ce monsieur officier ne se rend pas compte qu'il y a des dérives du système général en termes de corruption et d'impunité qui ont gangréné son armée, empêchant l'armée de remplir ses nobles missions. Mais il aurait dû dénoncer ces dérives. Il aurait dû dénoncer le fait qu'une action de généraux ou d'officiers supérieurs, peut-être colonels, peut-être généraux, soit en train de bénéficier, de s'approprier, n'est-ce pas, des budgets ou des pans entiers de budget au détriment des fantassins, de jeunes gens, des hommes de troupe qu'on envoie au front. Mais il aurait dû s'en inquiéter et il aurait dû en parler. Parce que c'est ça qui crée des frustrations au niveau de ces hommes de troupe ou alors au niveau des jeunes officiers qui produisent le cas comme celui du Mali. Parce que vous vous souviendrez que quand la jeune junte militaire s'est fâchée, mais elle a d'abord arrêté les officiers supérieurs. Parmi ceux qu'ils ont arrêtés. Les prébendiers. Mais puisque je vous dis, quand vous parlez de prébendiers, souvent je vous parle d'un système qui est un système d'institutions extractives. C'est-à-dire, institutions extractives, pourquoi? Parce que ce sont des institutions prédatrices. Prédatrices comme les animaux, prédatrices qui ne font que tirer, extraire. Ce sont des institutions prédatrices qui ne font que tirer la rente au bénéfice d'une poignée d'individus, mais au détriment du plus grand nombre. Je pense que c'est ça qu'on devrait comprendre. S'il y a encore d'autres questions, je prendrai d'autres questions, Serge, mais je pense avoir dit l'essentiel, je crois, sauf s'il y avait encore d'autres questions des followers par rapport à cette question de l'armée. Oui, Président, il y a une question de followers. Il y a un qui dit « Nous sommes passés au Cameroun de la garde républicaine entre 1960 et 1984 à la garde présidentielle au lendemain du putsch du 6 avril de la même année. Quelle est la grille de lecture que vous avez par rapport à ce shift de la garde républicaine à la garde présidentielle? Je comprends, comme le temps le dit, une appropriation, encore une fois, de l'armée. Je vous dis, comme je disais tout à l'heure, une privatisation, c'est-à-dire une privatisation de tout. Vous voyez, j'aurais bien voulu que cet officier supérieur observe cette espèce de privatisation que M. Biya a fait de la chose publique. C'est-à-dire une sorte de confusion entre sa personne, sa famille et l'État. Parce que c'est ça qui se passe. Et cette confusion est telle que on n'est plus dans la garde républicaine, c'est-à-dire dans l'idéal républicain, on se retrouve dans la garde présidentielle. C'est-à-dire qu'elle n'est plus une garde républicaine, elle devient une garde présidentielle. C'est au service d'un individu, c'est au service de l'homme-dieu qui n'est pas Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Le changement de nom envoie un signal, envoie à une lecture différente de ce qu'il a en tête. Vous n'êtes plus une garde républicaine, vous êtes une garde, je vais dire, vous êtes une milice à mon service. Et c'est ce qui est devenu, et il le fait d'une autre manière également avec le bataillon d'intervention rapide. Vous voyez? C'est-à-dire, il y a, au fil du temps, et nous l'avons dit dès le début, quand on a commencé cette série de Politics is not a comedy, we talked about this kind of personification of power. This is what you can see there. And you can see this in this trend of changing the name of some public bodies. On n'est plus garde républicaine, on est garde présidentielle. On a le BIR qui est dédié au service du monarque. Il y a une personnification, il y a une monarchisation de la République.
il y a une monarchisation de la République. On devient une République monarchique. Il y a un monarque à la tête d'une République. Tout ça, c'est une violation de concept extraordinaire, mais qui souligne les dérives qui sont subies par l'idéal républicain. Où je vous disais l'autre jour, en divisant les gens par ethnie, je vous ai rappelé que je suis le frère de Mamadou Mota au nom de la République. Pas au nom de son ethnie, mais au nom de la mienne. Nous les avons oubliés pour nous mettre au service de la République. Et il est mon frère, Mamadou Mota, Amadou Vamoulke, Olangena, Mebara, et les autres sont mes frères au nom de la République. Bezigi est mon frère au nom de la République. Kandem Atangana, Amadou sont mes frères au nom de la République. Atanganji lui-même est mon frère au nom de la République. Atanganji est mon frère au nom de la République. Je crois qu'il ne le sait pas. Le colonel Badjek est mon frère au nom de la République. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ça qu'il s'agit. Et j'ai l'impression qu'ils ne s'en rendent pas compte lorsque nous parlons d'idéal républicain. Le général Valenga est mon frère au nom de la République. Sissoko Tabe est mon frère au nom de la République. Le professeur Aboussou ou le professeur Ibisson est mon frère au nom de la République. Et cet idéal d'appartenance à cette République est tel que c'est cette République que nous défendons, c'est elle dont nous devons améliorer les conditions pour que tout le monde puisse vivre là-dedans de manière, n'est-ce pas, aisée, de manière confortable. Et à partir de ce moment, nous n'allons pas chercher à ce que notre gouvernance, notre manière de gérer le pays soit validée par l'extérieur. Notre manière de gérer le pays doit être validée par nos compatriotes à l'intérieur. C'est ce complexe que nous continuons d'avoir. Chaque fois, on veut aller chercher les satisfactions à l'extérieur, alors que ce n'est pas l'extérieur qui nous a élus. Lorsque nous serons concernés par le fait que le gars qui est à Mora, le gars qui est à Toubro, le gars qui est à Mokolo, le gars qui est à Poli, le gars qui est à Karewa, le gars qui est à Lagdo, la dame qui est là-bas, ce sont mes sœurs, ce sont mes frères au nom de la République, et que j'ai les mêmes devoirs républicains en tant que dirigeant public par rapport à eux, on aura compris. Et c'est pour cela que vous voyez dans la République de M. Biya, M. Niat, deuxième personnalité de la République, ne peut aller s'adresser aux gens Kabanganté. Monsieur, comment il s'appelle? Kavaï, n'est-ce pas? Troisième personnalité de la République, de l'Assemblée nationale, on dirait qu'il ne peut aller s'adresser aux gens que dans son village. Alors que c'est des gens qui sont là, on dit personnalité de la République. Ils devraient pouvoir parler aux gens, aux jeunes gens, partout. J'aimerais voir M. Niat aller parler aux jeunes gens au Nord, les encourager, les stimuler face à leur malheur, quand ils sont affectés. Pouvoir parler aux jeunes gens, garçons et filles, pouvoir les encourager. Mais vous voyez que ce système, dans ces divisions ethniques, en fonçant les gens dans un repli identitaire, dans le repli communautaire, ils sont complètement étouffés et on a l'impression qu'ils ne peuvent parler aux gens que dans leur village. Ce n'est pas ça la République. Pendant ce temps, vous vous appelez République du Cameroun. Ça, c'est contre l'idéal républicain. Et vous comprendrez pourquoi j'ai voulu que la thématique d'aujourd'hui soit intitulée « L'armée et l'idéal républicain ». Tant que nous n'aurons pas cela en tête, votre propre père, lorsqu'il était entraîneur de l'équipe du Cameroun, c'est ça que je vais aligner dans l'équipe de football du Cameroun. Il ne disait pas qu'il est en train de faire l'équipe de football de son village. Il regardait les jeunes gens, il créait une relation fusionnelle avec ces jeunes gens, avoir l'intelligence de football, mais avoir également l'intelligence de la psychologie de ces jeunes gens, pouvoir produire, les entraîner, les coacher, pour avoir la meilleure équipe possible. La sélection n'était plus faite sur la base des origines ethniques. La sélection était faite sur la base du critère de méritocratie. Et vous vous souviendrez qu'à un moment donné, on a eu dans l'équipe nationale, de manière très large, beaucoup de gens de l'ethnie Bassa. Ça ne dérangeait personne. L'essentiel pour nous, c'était d'obtenir le résultat. C'est bien ce que Eugène Nyonga
c'est l'héritage que les Nyonga devaient laisser, et c'est de cet héritage que le reste du Cameroun aurait dû s'approprier. Parce qu'ils formaient, ils entraînaient au nom de la République. Et ça faisait le bonheur de tout le monde. Malheureusement, c'est ça qui subit les dérives. Pour ce que nous disons, pour ce qui nous reste dans la vie, nous allons battre contre ça. Mais et je répète que si au fond, ce pays est organisé, qu'est-ce que je ferais dans cette affaire politique? Je serais dans le corps de l'égalité en train plutôt de travailler là-dessus. Dans mes corps de spécialité, que ce soit les que ce soit économique, que ce soit les c'est ça qui me préoccupe. Mais j'ai compris très vite qu'il y avait un sujet réel. Il fallait qu'on règle. C'est le sujet politique qui est le sujet réel. Parce que j'ai identifié très vite, après des recherches et des études, qu'il y avait une corrélation très forte entre la nature des institutions politiques et la dynamique de prospérité ou de pauvreté. Vous vous souvenez du jour où on a parlé ici de cette question de ce logiciel, de cette application pour l'assurance vie universelle? J'ai dit, mais c'est quand même extraordinaire. Moi, je ne peux pas être politique et ne pas utiliser tous les talents dont dispose le Cameroun, aussi bien localement que dans la diaspora, par rapport à tout ce qui est IT, blockchain et ainsi de suite, pour le faire. Mais ça, c'est la politique qui donne cette orientation. On me dit, on va prendre une solution en Corée du Sud. Je vous dis qu'en 1960, le PIB par habitant du Cameroun était supérieur à celui de la Corée du Sud. Aujourd'hui, celui de la Corée du Sud est le multiple du nôtre. 100 fois. C'est-à-dire que le multiple du nôtre, c'est quand même extraordinaire. C'est problématique. Et ça, c'est la politique. Vous voyez, Mao Zedong, c'est la même chose qu'ils avaient comme défi, en disant, nous voulons que la Chine soit debout. La Chine avait subi des humiliations de la part des puissances occidentales pratiquement au 19e siècle. La Chine avait subi à la fin du 18e siècle et dans le 19e et le 19e siècle. Parce que le temps passe très vite. Mao libère la Chine quand? En 1949. Donc on est pratiquement à la fin de la première moitié du 20e siècle. Mais la Chine vient de subir au 19e siècle l'humiliation des puissances chinoises. Et les Mao disent, jamais plus jamais. Never this has to be again. Parce qu'on voyait dans les restaurants, quand sous l'occupation coloniale, c'était écrit sur les restaurants, n'est-ce pas, à Macao et tout ça, no Chinese, no dogs. Pas de chiens, pas de Chinois. Les Chinois étaient ravalés au rang de chiens. Voilà ce dont la lutte dont s'approprient les enfants, comme tout le monde. Mais nous en restons encore à des débats villageois en raison d'un leadership incompétent, d'un leadership politique et d'une gouvernance politique incompétente. Voilà. Bamenda Clean. Mr. President, that's the name of the ongoing military operation in the town of Bamenda. We can recall some other expressions used by some regimes officers and supporters like dératiser, éradiquer la vermine, ces chiens, or this last one was used by the governor of the Southwest region 2 years ago. Président, quand on sait ce que veut dire dans le jargon militaire le vocable nettoyer, qu'est-ce que cela vous inspire? Bamenda Clean. But it's all the same. It just reminded me of the ethnic cleansing. Ethnic cleansing. C'est une espèce de... À un moment donné, ça renvoie à ethnic cleansing, c'est-à-dire le génocide pour nettoyer une ethnie. It's about ethnic cleansing. But you're just addressing the memory of people. Mais les gens qui utilisent ces mots, those people are irresponsible. C'est 3 officiers supérieurs. But yes, this is the case. And that's why I say they don't even understand what is the role and the place of army in democracy. They don't even understand what is the role and the place of an army in a democracy. Comment est-ce que des officiers supérieurs peuvent utiliser ces termes? Parce que ça reste dans la mémoire collective des gens. This remain is deeply ingrained in the collective memory of this community and of those people. And this will underlie the behavior tomorrow. And it can only contribute to the accumulation of frustrations and grievances about those people. And this will be expressed
in a way or another, maybe by some violent manner, also by some way of brutality and so on and so forth. And I'm just astonished that this is coming from, high rank soldiers or military. This is absolutely regrettable. This is absolutely deplorable. It's absolutely regrettable. And you know what? What I should tell you said is that in a certain number of countries, those people would have been tried. Normally, those people should be called to be tried by the assembly, by the parliament. For this, vous êtes aux États-Unis, ces trois généraux-là officiellement sont radiés de l'armée et traduits en justice. C'est pas possible. Ça ne peut pas. Parce qu'on sait que, vous savez, les questions de langage sont des questions de communication. Ça reste dans le subconscient des gens. Ça exprime un certain nombre de choses. Non. Et quand vous vous rendez compte qu'ils le font à leurs propres frères dans l'idéal républicain, what are they going to claim in Bamenda? Aren't they people? Aren't they their compatriots? Aren't they the compatriots over there in Bamenda? Aren't they the brothers and sisters? What are they talking about? They're talking about the brothers and sisters. Can you tell that you're going to kind of rat mold, to pull out from the rat mold your brothers and sisters? And you're going to pull them from the rat mold? That's crazy. You're talking about your brothers and sisters? So I mean that really, for me, it's so more deplorable that normally they're not understanding what is the idea of an army in a democracy. And as I'm telling you, in the case of some countries, they would have to face justice for this kind of, abuse. I'll call it abuse of language. Mr. Président, comment contrecarrer la milice incrustée dans l'armée, celle qui peut être instrumentalisée contre le peuple? Est-ce qu'il y a un moyen de le faire? À la date d'aujourd'hui, je pense que la gangrène est tellement forte qu'elle a fait des métastases. Elle a fait des métastases parce que c'est essentiellement le problème de la corruption. L'armée ne forme pas, il n'y a pas deux sociétés dans la même. Ceux qui sont militaires sont nos frères et nos sœurs. Et le leadership actuel a tellement pourri la société par la corruption que cette gangrène a atteint tous les corps sociétaux, atteint tous les corps. Aujourd'hui, on parle de l'armée. C'est pour ça que vous êtes en train de parler de cette gangrène au sein de l'armée. Mais elle se retrouve dans l'enseignement. Elle a même la justice. Vous parlez de la justice, elle atteint les églises. Là où vous l'attendiez le moins. La métastase est déjà là-bas. La métastase a dépassé Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? Tout à fait. Voilà. C'est vous dire que c'est tellement fort qu'elle a dépassé Dieu. Donc, si elle a dépassé Dieu pour entrer dans sa maison, mais le reste des corps ne représente rien. Le reste des corps ne représente rien. Et donc, la seule solution ne peut être qu'une solution radicale, c'est-à-dire le changement de leadership. Le changement de leadership dans la conduite des affaires du Cameroun pour qu'on refonde cette république. Pour qu'on refonde le vrai diagnostic, n'importe qui va arriver à cette conclusion, après avoir analysé qu'il est plutôt question de refonder cette république. On ne peut pas continuer. On peut pas continuer avec un corps gangréné. Il faut refaire le corps. Il faut refaire le corps, il faut le refonder. Sinon, on n'a aucune chance. Si vous demandez à votre père qu'est-ce qu'on doit faire au niveau de l'équipe de football, il va vous dire la même chose que moi sans être entraîneur. Parce que je suis sûr que ça a touché aussi ce secteur-là. Donc il faut tout recommencer. Voilà. Moi je dis à rien, mais c'est absolument sérieux. C'est absolument sérieux parce que le sujet, la gangrène, a touché tous les corps. Où est le corps ici qui est épargné par la corruption? C'est pour ça que chaque fois vous entendez, dès que vous entendez, il y a eu tel problème, tel scandale ici, il y a eu tel autre scandale par là. Dans tous les secteurs, vous n'avez que des scandales. Vous n'avez que des scandales.
c'est quand même extraordinaire. C'est quand même extraordinaire. Donc, c'est vraiment, vous savez, c'est un remède de cheval qu'il faut. Hein. Voilà. Thank you so much, Mr. President. Merci beaucoup pour pratiquement 7h20 minutes d'entretien que vous nous avez accordé sur ce sujet. Nous vous remercions, chers followers, pour votre fidélité. Nous vous rappelons que nous allons procéder à des rediffusions en semaine. Vous serez notifiés. Et vous pouvez regarder en replay tous les autres arrêts que nous avons commis dans le cadre de la série Politics is not a comedy. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Bon week-end et à bientôt. Thank you. It's a real pleasure. It's a real pleasure. Thank you very much. You're welcome, sir.